Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Emmanuel Macron pense qu'une trêve en Ukraine est possible dans les semaines à venir. C'est ce qu'il dit après sa rencontre avec Donald Trump hier à Washington. Est-ce que vous partagez cet optimisme ? Je pense qu'il faut être accroché pour être optimiste en ce moment. Je suis même pas sûre que le président de la République le soit lui-même en réalité. Mais au moins, je dois lui reconnaître cela, il essaye dans un moment qui terrifie beaucoup de monde. Et je pense qu'il fait des efforts pour que la France, pour que l'Europe revienne sur la scène diplomatique, parce qu'on a vu là, il y a quelques jours, que tout d'un coup, Trump discutait directement avec Poutine de l'Ukraine, sans les Ukrainiens et sans l'Europe entière. Et je précise que quand on parle de la paix en Ukraine, de la liberté en Ukraine, on débat en fait de l'avenir de la paix et de la liberté en Europe. Donc vous c'était soutenez pas le fait logique qu'il soit allé à Washington qu'on voir soit Donald écarté Trump. de cette scène. Emmanuel Macron, il a réuni tous les chefs de parti français il y a la semaine dernière. Vous y étiez d'ailleurs. J'y étais, nous avons pu discuter longuement de ce qui se passait sur ce dossier, poser nos questions, avoir des informations peut-être qu'on ne peut pas donner sur les plateaux de télévision. Et je pense qu'on partageait l'essentiel des inquiétudes ensemble, tous ensemble les chefs de parti. Il y a une chose qui m'avait énormément choquée, je l'ai dit dans cette réunion, je regrette d'avoir été la seule à le dire, c'est qu'on parlait par exemple du fait que, y compris par les cyberattaques, par l'achat de réseaux sociaux comme X par Elon Musk et par des vice-présidents américains qui viennent carrément en Allemagne influencer les résultats des élections, il y avait ce risque d'ingérence dans nos démocraties, ce risque pour la souveraineté, la sécurité de nos élections, ce qui devrait préoccuper tout patriote. Et je trouve que les patriotes de pacotille que nous avons dans ce pays font mine de ne pas voir que, en fait, oui, il y a un problème d'ingérence. Si vous parlez du Rassemblement national, certains ont dénoncé, par exemple, le discours de J.D. Vance à Munich quand il s'est pris à l'Europe. Vous savez, Louis Alliot était à la table des discussions pour représenter Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il est vice-président du parti RN. Et il était présent à l'investiture de Trump. Parce que voilà. J'avais simplement une question, Marine Tondelier, pardon. Juste pour finir là-dessus, quand on parle d'ingérence dans la sécurité de l'Europe, juste vous dire que c'est pas de l'ingérence globale, c'est de l'ingérence au service d'une cause et d'un parti, en l'occurrence le leur. Et donc je suis moyennement en sécurité quand je parle de ça devant eux. Quand vous dites que vous êtes d'accord, Marine Tondelier, en partie, vous dites qu'il y a un consensus avec Emmanuel Macron, y compris sur l'envoi de troupes, on parle bien, je le précise toujours, de troupes non combattantes en Ukraine pour garantir un éventuel cessez-le-feu de soldats français, ça vous êtes d'accord avec ça ? Il n'est pas aussi catégorique que ça, d'ailleurs, il nous avait théorisé une ambiguïté stratégique sur le sujet en disant il faut que Trump et que Poutine pensent que nous pouvons le faire. C'est ça dont il est question. Non, là je parle de troupes pour venir assurer un cessez-le-feu. Je pense que personne ne prend avec légèreté le sujet d'envoi de troupes en Ukraine, ni en attaque, ni quelque part en défense. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut traiter à part. Mais juste vous dire que le sujet dont on avait beaucoup parlé à l'Élysée, c'était cette imprévisibilité de Donald Trump. Moi, j'avais posé ouvertement la question en disant, là, il y a un 180 degrés des États-Unis, mais enfin, Trump nous a habitués à des 180 degrés à répétition. Donc 180 plus 180, ça fait 360. Et je disais à Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez que son soutien à Poutine, parce que les États-Unis n'ont pas été négociés avec Poutine, ils se sont alignés avec ses positions, ce qui est différent. Sauf qu'il y a eu cette discussion à Washington avec des avancées. Et je disais à l'époque, est-ce que c'est définitif ? Et il me disait non, c'est très imprévisible. Et d'ailleurs, y compris Poutine le sait. Et donc je pense qu'à l'imprévisibilité des États-Unis, l'Europe, la France, nous devons faire preuve d'une extrême prévisibilité, d'une extrême constance. Sauf que ça a avancé depuis cette réunion. Oui, parce il y a que eu cette réunion à Washington. L'Europe aujourd'hui est seule et au pied du mur. C'est ça qui se passe. Et donc oui, nous devons reprendre le lead sur ce dossier. C'est ce qu'Emmanuel Macron tente de faire et là-dessus, il a tout notre soutien. J'ai quand même une question sur le Rassemblement national. Vous dites que vous avez été gêné par la présence de Louis Alliot. Ça veut dire qu'il ne faut jamais inclure le Rassemblement national qui représente quand même un certain nombre d'électeurs. C'est pas ce que j'ai dit. C'est la question que je vous pose. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que quand on discute d'un sujet précis, c'est-à-dire que vous avez le directeur adjoint des renseignements, vous avez le chef de l'état-major qui vous livre des informations confidentielles sur les cyberattaques menées par la Russie sur nos élections européennes, sur les tentatives d'ingérence de Trump aussi sur nos élections européennes, et qu'on doit en discuter devant celles et ceux à qui ces opérations bénéficient, oui, je suis gênée. Je trouve ça plutôt logique, et ce qui m'étonne, ce qui me désespère même, ce qui me déroute, c'est que je sois la seule à l'exprimer. Et je dois discuter de ça devant quelqu'un qui était à la cérémonie d'investiture de Trump. Je ne trouve pas ça logique. À la sortie de cette réunion entre partis et Emmanuel Macron, vous avez appelé à ne compter que sur nous-mêmes. L'Europe, selon vous, va devoir être un pilier. Est-ce que, selon vous, la victoire du conservateur Friedrich Merz aux législatives allemandes peut faire bouger les lignes ?
en Europe? J'ai entendu sa première prise de parole hier où il sort de l'atlantisme clairement pour dire maintenant il va falloir qu'on s'occupe de la défense en Europe. Pour proposer une capacité de défense européenne autonome, c'est une bonne idée. Et je vois, selon vous, c'est une bonne idée. Vous savez, c'est un sujet sur lequel les écologistes se sont beaucoup positionnés et la France aussi, mais Emmanuel Macron le dit lui-même, il y a plusieurs pays, le Danemark par exemple aussi, qui étaient très très réticents. Qui disait vraiment oui, nous on va plutôt pour l'instant rester sous le parapluie des États-Unis qui a l'air bien plus protecteur. Il est manifeste que ces pays, le Danemark en premier lieu, en quelques jours ont complètement changé de virée de bord et pris conscience que les États-Unis n'étaient plus les protecteurs qu'ils pensaient. Et donc tout ça bouge et tout ça est amené à bouger très vite. Et ça renforce, selon vous, cette élection-là renforce l'union des Européens face aux États-Unis? Oui, ça le rend... Ça rend cette construction de défense européenne plus probable. En réalité, ça donne plus de poids à celles et ceux qui la souhaitent. Est-ce que Marine Tondelier, on sait qu'il y a un fond pacifiste chez les écologistes, c'est même une ADN. Est-ce qu'augmenter les dépenses de défense, que ce soit au niveau français, au niveau européen, c'est quelque chose que vous soutenez quand même? Alors, déjà, le pacifisme, c'est notre ADN. Mais nous n'avons jamais été dans un pacifisme béat. Oui. Un pacifisme en Ukraine, quand vous avez Poutine, la Russie qui envahit l'Ukraine et qui réclame, à l'époque, qui envahit quand même un quart de son territoire en le réclamant, nous ne pouvons pas dire la paix, c'est on arrête tout de suite et puis qu'il prenne ce qu'il a envahi et puis nous, on gardera le reste. C'est pas comme ça que ça se passe, le pacifisme. Deuxièmement, il faut se dire qu'on ne fait pas la guerre qu'avec des armes dans ce monde. Aujourd'hui, il se trouve que la France est le premier importateur de GNL russe, de gaz russe. C'est-à-dire qu'on donne plus d'argent à Poutine en achetant son gaz. Le plus souvent, hein. Ok, on donne plus d'argent à Poutine en achetant son gaz qu'à l'Ukraine. Oui, mais moi je parle de l'effort de défense français. Est-ce qu'il est nécessaire? Oui, ce que je vous dis. D'augmenter la part de la défense dans le PIB. Oui, mais je ne veux pas qu'on ait une vision restrictive de comment ça marche une guerre. Une guerre, ça marche avec de l'argent. Et la plupart de l'argent de Poutine vient de son gaz, que nous lui achetons en masse. Quand je vois qu'en France, nous réduisons, par exemple, les dépenses de MaPrimeRénov' pour isoler nos maisons, vous pouvez dire quel est le rapport? La part du gaz dans l'énergie consommée en France, c'est beaucoup l'Allemagne qui consomme du gaz. Pour chauffer les maisons, si. Oui, mais nous, on n'a pas de centrale à gaz. Je vous parle de l'importation de gaz russe. C'est un sujet. Nous avons fait l'année dernière une grande campagne avec les Verts européens qui s'appelait « Isolons nos maisons, isolons Poutine ». Parce que la réalité, c'est que les guerres, ça se finance et que Poutine finance une grande partie de sa guerre par le gaz que nous consommons en France et partout en Europe et que la France en est le premier importateur. C'est un sujet. Là, on parle de budget militaire. Sur ce qui est des armes, il faut quand même dire que nous avons prêté beaucoup d'armes à l'Ukraine, que nous avons bien fait de le faire, mais que nos stocks d'armes, du coup, ne sont pas au plus haut. Et ça, Trump et Poutine le savent. Ils se serviront de la moindre faille potentielle dans le dispositif pour nous menacer, pour nous mettre en danger, pour mettre la pression. Augmenter le budget, augmenter les moyens. Ensuite, militaires. Nous sommes dans un moment d'austérité dans ce pays. On voit bien quel budget a été voté, à quel point ce sont les plus vulnérables qui en seront en première ligne de ces coupes qui sont faites. Et puis les plus riches qu'on aurait pu mettre à contribution plus fortement ne l'ont pas été, même si on s'est battu à l'Assemblée, qu'on a fait adopter une proposition de loi pour taxer le patrimoine de 2% de celles et ceux qui ont plus de 100 millions d'euros, peut-être que c'est là qu'il faudra aller chercher l'argent, s'il faut mettre plus d'argent dans la dépense. Mais si c'est pour prendre sur les services publics des Français, si c'est pour que ça pèse encore plus sur le plus vulnérable, ça ne pourra pas nous aller. Et cet effort devra peser sur celles et ceux qui ont les moyens de le payer. On le verra lors du prochain budget. Est-ce qu'il faut aller... Et puis la part de cet effort, évidemment, sera un débat. Jusqu'à discuter d'une dissuasion européenne. Là, on parle de l'arme nucléaire. C'est ce que l'Allemagne commence à demander en disant puisqu'on ne veut plus être sous le parapluie atomique des États-Unis, on va se tourner vers la France et vers les États-Unis. Je pense que c'est un débat. On doit partager notre arme nucléaire d'une certaine façon. En réalité, c'est déjà un peu le cas. Donc je pense que c'est un débat qui va occuper beaucoup. Moi, je souhaite que ces débats aient lieu en toute transparence à l'Assemblée nationale, qu'il y ait un débat parlementaire sur le sujet. Et chez les Verts, nous aurons une discussion interne pour fixer notre position, puis nous la relayerons évidemment à l'Assemblée nationale. Autre sujet, l'agriculture, qui est aussi un sujet européen. Vous serez avec Houppette dans 1 heure, c'est la vache égérie du Salon de l'Agriculture. Sans transition. Sans transition. Avant une déambulation, vous y allez en ayant perdu la bataille, non, vous écologistes? Ah non, je sur l'agriculture, 1 an après la crise agricole. Nous avons perdu peut-être des batailles parlementaires et on sait pourquoi, on en discutera. Mais sur la bataille culturelle, je vais vous citer 2 sondages. Le premier sondage, il est sorti il y a pile 1 an, février 2024. C'est un sondage qui dit que 85% des agriculteurs sont prêts à mener la transition écologique. Il n'y en a que 15 qui l'a rejeté il y a 1 an, en pleine crise agricole. Il y a
là, en février, il y a quelques jours, cette année, il y a un deuxième sondage Odoxa qui sort et qui dit, c'est un sondage sur tous les Français, qui disent quel parti trouvez-vous défend le mieux les agriculteurs. Les écologistes arrivent en deuxième position. C'est jamais satisfaisant d'arriver deuxième derrière le Rassemblement national, mais j'entends beaucoup de partis vociférer, gesticuler, être assez hypocrites sur le sujet. Les agriculteurs, vous n'accueillez pas les bras ouverts au salon de l'agriculture. C'est pas vrai, Madame Coussa, ça n'est pas vrai. J'y suis allée hier au salon de l'agriculture. Vous avez rencontré la caméra. FNSEA, vous savez ce qui ou pas agace aussi dans cette agriculture, c'est la horde de caméras qui pousse tout le monde. Les gens disent qu'est-ce que c'est que ça, je peux pas me promener. Voilà. Hier, j'y suis allée toute seule avec Benoît Biteau, qui est, vous savez, notre éleveur paysan en polyculture en Charente bio, qui était au Parlement européen, qui est maintenant à l'Assemblée. On a été accueillis à bras ouverts. Je n'ai jamais autant eu de demandes de selfies. Nous sommes allés sur le stand de la coordination rurale, de la FNSEA, mais aussi de l'INRA. Et on a discuté avec l'OFB, avec tout le monde. Et nous avons un bon accueil, un très bon accueil. Et donc, je pense que ce sera la même chose aujourd'hui. Et après, on a des désaccords. Moi, quand je vois que dans la loi d'orientation agricole, on a mis ce fameux principe de il faut pas d'interdiction sans solution pour les pesticides. Oui, pour les pesticides. Bon, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Que si quoi, un jour justement, on trouve qu'un pesticide qui est actuellement utilisé est mortel, a des dangers très graves sur la santé, on ne pourra pas l'interdire sans solution. C'est un peu l'argument qui a été utilisé aux Antilles, voyez-vous, sur le chlordécone. Fallait pas arrêter parce qu'on en avait besoin. Résultat, pour des centaines d'années, le territoire là-bas est empoisonné. L'eau qu'ils boivent est empoisonnée. Ce qu'ils mangent est empoisonné car les sols sont empoisonnés. Les poissons qu'ils pêchent sont empoisonnés. Et on retrouve même le chlordécone dans le lait des mamans. Oui, on a plus de capacité d'évaluation. Mais si vous dites pas d'interdiction sans solution, à quoi vous servent vos capacités d'évaluation ? Il faut des capacités de recherche d'alternatives. Et je pense que les budgets entre ce qui est mis dans la recherche et développement sur ces phytos et ce qui est mis dans la recherche et développement sur les alternatives n'est pas le même. Et puis, ce que je vous dis aussi, c'est que dans cette texte, il y a sur vous savez, sur le ZAN, ce zéro artificialisation net, qui est pour garder la planète habitable, qui est indispensable. Par exemple, il y a eu des dérogations qui font qu'aujourd'hui, si vous voulez construire un poulailler industriel, et je ne pense pas que les Français soient favorables aux poulaillers industriels, aux fermes usines. Du poulet, par exemple, on voit que c'est une importation qui explose aujourd'hui. Ce ne sera pas sujet aux ZAN. Mais pardon, sur ce sujet, je suis désolé Marine Tondelier, mais on voit que les importations de poulet ont explosé cette dernière année. Ce que nous voulons, c'est de la viande consommée en moins de grande quantité, mais de meilleure qualité. Je pense que personne ne souhaite de ferme usine. Quand vous offrez à Noël une ferme à vos enfants, à vos neveux et nièces, personne n'offre une ferme qui ressemble à une ferme usine. On offre des vraies fermes avec quelques animaux, etc. Ce projet de loi satisfait les agriculteurs. On voit que la colère est retombée. Vous ne pouvez pas nier ça. La colère est retombée aussi parce que les élections professionnelles sont passées. Mais je ne pense pas que ce projet de loi, qui répond à une forme de populisme anti-écologie, réponde aux agriculteurs. Je n'ai rien vu dans ce projet de loi sur leurs revenus. Nous, écologistes, nous avons fait adopter à l'Assemblée nationale une proposition de loi sur justement des revenus planchers. Il n'y a pas ça dans la loi. Et c'est quand même leur principale demande. Donc nous lançons aujourd'hui une grande enquête sur l'écologie auprès des agriculteurs que nous allons faire nous-mêmes. Et elle se retrouve sur lesécologistes.fr pour toutes celles et ceux qui sont agriculteurs ou qui aiment l'agriculture. Venez nous répondre, ça nous intéresse. Et vous, on vous retrouve dans une minute juste après le fil info de 9h moins le quart. Maureen Suignard. Les habitants de la région de Kiev appelés à rester dans les abris ce matin. Les autorités locales ukrainiennes affirment que des missiles russes se dirigent vers la capitale. Une attaque à col alors que les efforts diplomatiques se poursuivent. Emmanuel Macron a rencontré le président américain et estime qu'une trêve est possible dans les semaines à venir. Les Européens sont prêts à aller jusqu'à l'envoi de troupes pour vérifier que la paix est bien respectée, dit aussi le chef d'État français. Par ailleurs, Donald Trump invite le président ukrainien à la Maison-Blanche dans les prochains jours pour conclure un accord sur les minerais. Le président américain réclame un accès privilégié à ces terres rares ukrainiennes en échange de l'aide versée pendant 3 ans. Plusieurs centaines de personnes réunies à Mulhouse hier soir pour rendre hommage aux victimes de l'attaque qui a eu lieu samedi. Un mort, plusieurs blessés. La garde à vue du principal suspect, un Algérien de 37 ans en situation irrégulière, est prolongée. Le stade de Cannes sera plein ce soir. Le club de National 2 reçoit Guingamp à 21h. Un match de quart de finale de la Coupe de France de football. Cannes en demi-finale, ce serait une première depuis 1992. Et à 21h aussi ce soir, Angers affronte Reims. France Info. Le 8-30 France Info. Victoria Coussa, Adrien Beck. Et nous sommes avec Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti Les Écologistes, invitée du 8-30 France Info. Plus globalement, on parlait du Salon de l'Agriculture. Comment vous expliquez la disparition de l'écologie du débat politique en France ? On a l'impression qu'on n'en parle plus, que c'est disparu.
Je pense que l'écologie est le bouc émissaire en ce moment. C'est arrivé dans l'histoire avec d'autres sujets, avec d'autres groupes de personnes. Et la réalité, c'est que souvent, il y a une constante. Quand on cherche un bouc émissaire, quand on est politique, c'est parce qu'on ne sait plus quoi dire. Et donc sur l'agriculture en particulier, il y a un an, moi j'ai vu Gabriel Attal complètement démuni sur le sujet. Ne pas savoir quoi répondre pour garantir des meilleurs revenus aux agriculteurs. On vous reproche aussi à vous de plus en parler. La solution, ça a été de dire on va dire que c'est de la faute des écologistes. Je rappelle que dans l'histoire de l'humanité, le bouc émissaire, par principe, est toujours innocent. On vous reproche à vous de plus en parler. Par exemple, certains soulignent que dans votre niche écolo à l'Assemblée, cette journée pour faire passer des textes, il n'y avait que 3 sur 7 propositions de loi. Nous avons fait adopter lors de cette niche, après des heures de débat et des années en réalité de travail, une interdiction des polluants éternels. Les PFAS. Que l'on retrouve aujourd'hui jusque dans la graisse des ours polaires dans les pôles. Donc oui, nous avons fait adopter ce texte et nous avons fait adopter un autre texte, un texte qui permet de taxer à 2% les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Et cet argent doit servir à quoi? À la transition écologique. Alors, celles et ceux qui pensent que l'écologie, c'est juste l'environnement, se trompent. C'est plus large que ça. Il faut aller chercher des financements. Il faut un modèle de société global et respectueux des écosystèmes et respectueux entre êtres humains. Il n'y a pas de problème. Mais ne me reprochez pas à moi, enfin, de ne pas parler d'écologie. Je pense me battre suffisamment pour le faire, y compris sur vos plateaux quand les sujets ne sont pas l'ordre du jour. Marine Tondelier, votre parti est aussi également dans la tourmente après... Alors, il n'y a pas de problème, j'en parlais. Mais vous me reprochez de pas beaucoup parler d'environnement et on va parler là 10 minutes d'autre chose. Je vais répondre à vos questions, on a beaucoup parlé mais je veux pas qu'on me dise après que c'est de mon fait. On a beaucoup parlé d'actualité internationale, ce qui nous paraissait aussi important de faire ce matin. Et l'environnement, c'est important. On connaît donc maintenant la réponse judiciaire à ce qu'on a appelé pendant 2 ans l'affaire Julien Bayou, la plainte pour harcèlement moral, abus de faiblesse contre celui qui était à votre place, l'ex numéro 1 des Verts, déposé par son ex-compagne et donc classé sans suite pour absence d'infraction. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des regrets ? Oh oui, je les ai exprimés. Je pense faire partie des gens qui y pensent beaucoup, y compris la nuit, si vous voulez tout savoir. Mais regret de quoi, je vous remercie tout d'abord de me donner la parole sur le sujet, de me donner l'occasion de m'exprimer parce que je l'ai peu fait. Voyez-vous, depuis le début de cette affaire, vous ne m'avez pas vu commenter ce sujet de manière intempestive dans les médias. Et pour cause, j'ai été horrifiée à chaque fois que ça a été le cas et dans les quelques tempêtes médiatiques successives auxquelles cette affaire a donné lieu. J'ai même trouvé ça dangereux et vous pouvez retrouver mes déclarations constantes sur le sujet, y compris avant que je sois secrétaire nationale. Quand il y avait eu cette prise de parole de Sandrine Rousseau et cette tempête médiatique, j'avais dit que cette affaire devait être traitée, mais qu'elle ne pouvait pas l'être médiatiquement avant de l'être de manière saine et sereine dans une procédure. Il se trouve à l'époque que la procédure que nous avions en place chez les écologistes, qui avait été mise en place d'ailleurs par Julien Bayou lui-même en tant que secrétaire national avec sa direction dont je faisais partie, donc je ne me soustrais de rien, n'était pas adaptée. Cette cellule n'avait pas prévu, cette procédure n'avait pas prévu qu'un jour l'ex-compagne d'un secrétaire national qu'elle avait rencontré en tant que militante de ce parti, donc ça nous concernait, saisisse la cellule tout en disant je me sens pas en sécurité parce que si je parle, est-ce qu'il n'aura pas le mail, etc. Mais qu'est-ce que vous regrettez exactement, Marine Tondelier, ce matin? C'est ça qu'on veut savoir surtout. Ça, c'est le contexte dans lequel nous avons travaillé. Ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis devenue secrétaire nationale en décembre 2022, j'ai hérité de cette affaire. Cette affaire, elle avait commencé depuis 6 mois et je pense que pas grand monde n'aurait aimé être à ma place pour la traiter. Et nous l'avons fait. Qu'est-ce que vous avez fait pour la... Nous l'avons fait en sachant que nous étions sous le coup de 2 plaintes, l'une de son ex-compagne pour mise en danger, pour non-assistante à personne en danger, et l'une de Julien Bayou ensuite pour harcèlement. Et les deux sont classés sans suite aujourd'hui? Non, c'est pas vrai. Si vous le savez, j'en suis ravie, je n'ai pas cette information. C'est ce que nous disent en tout cas l'une des parties, oui. L'une des parties peut peut-être parler pour son affaire, mais l'autre, non. Et donc, j'ai attendu la fin du rapport que nous avons mené en interne et la fin de l'enquête pénale pour faire ça. Ensuite, si votre question, c'est mes regrets. Moi, que le traitement de cette affaire n'ait pas été satisfaisant, était la cause de souffrances très, très fortes. Très très forte, que Julien Bayou en ait souffert lui-même au premier plan, j'en suis tout à fait consciente. Est-ce qu'il est innocent aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire qu'il est innocent? Attendez, je suis sincèrement désolée de ça. Mais je suis aussi sincèrement désolée du fait que les plaignantes ont aussi souffert tout le long de la procédure et comme Julien Bayou souffre aussi manifestement aujourd'hui. Est-ce que, pardon Marine Tondelier, mais il faut qu'on puisse vous poser des questions parce que vous ne pouvez pas faire 3 minutes sans qu'on puisse vous poser des questions. Chez vos téléspectateurs, certains pensent que nous y sommes insensifs. Marine Tondelier, il faut qu'on puisse vous poser des questions, je suis désolée. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que Julien Bayou est innocent?
Mais c'est pas à moi de faire justice. La justice a tranché dans un cas d'espèce précis. Absence d'infraction, hein. C'est pour ça que la plainte est classée sans suite. Et donc, il n'est pas coupable. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est la justice. Donc il est innocent. Nous avions dit que nous nous rangerons à la décision de la justice. Pourquoi vous n'utilisez pas le mot innocent? C'est ce que vous réclament plusieurs centaines de militants notamment. Oui, d'accord. Et puis, vous savez, je reçois beaucoup de messages de toutes parts sur cette affaire, pas que de celles et ceux qui parlent dans la presse. Et donc, il faut savoir que oui, notre mouvement a vécu un préjudice de cette affaire aussi. Parce qu'elle s'est jouée essentiellement dans les médias au lieu de se jouer là où elle devait se jouer. Et quand elle est ressortie une énième fois dans les médias au mois de février 2024, oui, nous avons dû prendre nos dispositions. Et nous avons été amenés à externaliser cette enquête, ce que nous aurions dû faire depuis le début, ce que j'avais préconisé à la première réunion du bureau exécutif en juillet 2022. Externalisation. Pour Julien Bayou, c'était une volonté d'ouvrir la parole et surtout d'inciter à la délation, parce que c'était un questionnaire non pas sur les faits, mais sur les agissements de Julien Bayou. C'était une enquête à charge et à décharge, respectons le contradictoire, mené par un cabinet d'avocats qui a d'ailleurs donné des conclusions dont je pense Julien Bayou ne les conteste pas. Oui, parce qu'elles vont dans le sens de la justice. Vous savez, je n'ai pas été dans un rôle simple et la direction d'Europe Écologie Les Verts non plus. Nous avons hérité de ce dossier, nous avons fait comme nous pouvions dans un dossier où il était impossible de bien faire et d'être, vous savez, où tout le monde aurait dit c'est très très bien géré, merci, ces affaires ne se traitent pas bien. Vous ne vous dites pas, Marine Tondelier, avec le recul, que peut-être essayer non pas de se faire justice soi-même, mais que les procédures internes, peut-être mieux vaut faire confiance à la justice. Mais vous savez ce qui se serait passé si je n'avais pas fait cette enquête externalisée? On aurait continué, comme c'était le cas, avec des rumeurs, des gens qui essayaient de mener l'enquête eux-mêmes. La justice travaillait en parallèle? Pas encore, pas à ce moment-là, et pas sur tous les cas qui lui étaient reprochés. Je dois vous dire aussi que MeToo est un mouvement révolutionnaire. Révolutionnaire, et que le patriarcat, c'est une des pires dominations systémiques de notre société. Mais que dans toute révolution, il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est un moment de renoncer, de laisser, de revenir au statu quo parce que c'est trop dur ou pour des tas de raisons. Nous le refusons. Le deuxième écueil, c'est l'arbitraire. Et les écologistes y sont également extrêmement sensibles et mobilisés sur ce sujet. Et donc, vous voyez, notre combat écologiste, c'est d'être sur cette ligne de crête permanente qui, soutient un mouvement historique d'émancipation, mais qui respecte l'état de droit. Est-ce que ça n'a pas fait du tort, justement, à ce mouvement? Mais évidemment. Évidemment que nous en avons un préjudice pour une histoire où à un moment, de toute façon, faut regarder dans les médias, parce que moi, je veux bien avoir tous les regrets que vous voulez. J'en ai pas dormi la nuit pendant des nuits, parce que moi, j'ai reçu des signalements de filles qui ne savaient pas comment faire, dont je ne savais pas non plus quoi faire. Nous avons lancé cette enquête, nous avons fait ce que nous avions à faire. Est-ce qu'on devait le faire à une autre date, d'une autre manière? On pourra toujours en débattre. Et ce débat aura lieu chez les Verts, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il n'y a pas de bonne manière de faire. Ces affaires, elles percutent la société, y compris au sein des Verts. Des personnes n'avaient pas de bonne Il n'y a pas de bonne manière de faire, mais Julien Bayou, aujourd'hui, il n'a plus de responsabilité politique, il n'a plus d'emploi. Il a payé un tribut de cette affaire, mais je dois dire que moi, est-ce qu'il y aura réparation? Vous posez des questions, je ne peux pas répondre à une que vous en posez une autre. Sur la souffrance que Julien Bayou a pu avoir et sur le préjudice qu'il a eu de cette affaire. Je tiens à signaler que les médias ont joué un lourd rôle là-dedans. Moi, je vous le dis, je lisais les articles puisqu'on me les envoyait. Il y a des personnes qui sont allées parler dans les médias. Oui, on pense à Sandrine Rousseau, par exemple. De toutes parts. Et donc, certains articles, en tant que secrétaire national des Verts, je dois vous le dire, certains articles nous reprochaient de trop en faire, quand d'autres articles nous reprochaient de ne pas assez en faire. Tout le monde avait un avis. Et d'ailleurs, nos militants étaient plus informés par la presse, qui s'est fait aussi le juge, qui s'est fait aussi enquêteur à la place de la justice. Et c'est leur travail. Mais ce que je veux juste que chacun comprenne, c'est que quiconque aurait été à ma place aurait été confronté à la même chose. Vous auriez fait quoi que ce soit, ça n'aurait pas été pour tout le monde. Certains trouvaient qu'on en faisait trop, d'autres pas assez en même temps. J'avais à la fois une plainte de l'ex-compagne de Julien Bayou pour non-assistance personne en danger et une plainte de Julien Bayou pour harcèlement. Que vouliez-vous que je fasse? D'un point de vue politique, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'essayer de réparer quelque chose avec Julien Bayou? C'est un vrai sujet, le sujet de la réparation, de la réhabilitation. Et c'est un débat qui sera mené, mais pas juste dans notre parti, c'est un débat qui doit être mené. Donc je vous dis, ligne de crête. Où ça alors? Peut-être dans votre parti pour commencer. On va mener ce débat dans notre parti, mais on me dit, est-ce que si vous faites quoi si Julien Bayou réadhère? On a des procédures pour tout adhérent qui seront appliquées les mêmes. Mais j'ai aussi cru comprendre, et je le comprends tout à fait, que Julien Bayou ait dit dans sa conférence de presse qu'il n'avait pas envie forcément de réadhérer, qu'il voulait plus rien avoir à faire avec nous. Donc c'est des questions qui se posent en théorie. Ce que j'ai entendu aussi... Je réponds ce qu'a dit Adrien Beck, est-ce qu'il est le bienvenu, Julien Bayou? Il n'a pas envie de venir.
Donc, vous voyez, vous faites des questions de politique fiction. C'est fini, l'histoire entre les écologistes et Julien Bayou est terminée. J'ai écouté sa conférence de presse avec une grande attention. Et il a dit une chose qui est importante pour moi et je pense pour beaucoup de militants, de militantes et de femmes aussi. Il a dit que beaucoup d'hommes s'étaient remis en question après MeToo et que c'était son cas. Et je pense que ça aussi, beaucoup de personnes avaient envie de l'entendre. Donc voilà, on n'a sûrement pas tout résolu sur ce plateau ce matin, mais je pense qu'on continuera d'en discuter sereinement. Merci beaucoup Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti Les Écologistes, d'avoir été l'invitée du 8h30 France Info. Vous restez bien sûr avec nous sur France Info. Les informés sont à suivre dans quelques minutes.